je vais vous emmener dans un endroit incroyable. C'est-à-dire que rappelez-vous, donc on est là, à l'extrême ouest de la Mongolie, et puis on a skié, et puis je me dis, mais attends, mon copain il avait skié côté Kazakhstan, moi j'ai skié côté mongol, là il y a la Chine, là il y a la Russie. Oh, ce qui serait sympa, c'est de skier dans tous les pays qui font partie de ce massif de montagne. Un peu comme si on était à Chamonix et qu'on se dit, tiens, j'aimerais skier en Italie, en Suisse et en France, quoi. Bon, alors ici, je veux dire, c'est simple. En termes d'autorisation, c'est simple, mais par contre, là-bas, c'est pas tout simple, quoi. Et donc, je me suis dit, j'aimerais bien vraiment, parce que nous, depuis le plus haut sommet, là, le mont Kuiten, dont je vous ai montré la photo, je voyais bien les vallées côté chinois. Je me disais, putain, mais c'est fabuleux. Il faut vraiment aller skier dans ces pentes. Puis on apercevait des villages au fond. Je me disais, mais ça doit être génial. Il suffit de se baser dans ces villages. Et puis, voilà. Sauf que c'est la Chine. La Chine, c'est compliqué. On n'obtient pas les autorisations facilement. Et finalement, c'est grâce à une copine chinoise que je vais avoir les autorisations et surtout les contacts sur place pour organiser ça. L'autre chose qui m'a interpellé sur ce voyage, c'est qu'en fait, il y a des gens du National Geographic qui sont allés 2 ans avant nous et en fait, ils se sont aperçus que les plus vieilles peintures rupestres de ski ont été retrouvées dans ce massif de montagne, quoi. Et elles datent de plus de 5000 ans. Bien avant de celles qu'on a retrouvées en Norvège. Alors je dis pas qu'en Norvège ils n'ont pas skié avant les Chinois, j'en sais rien. Je me sens pas compétent pour juger. Une chose est sûre, c'est qu'il y avait quelque chose qui m'attirait. Je me disais tiens, il y a une histoire, il y a pas que skier. Et puis après, je me suis en discutant avec cette copine chinoise. Ses copains y étaient remontés pour aller skier dans ce village qui s'appelle Rémou et ils avaient ramené des photos où ils fabriquent leurs propres skis encore sur place pour se déplacer. Et voilà, je me suis dit, putain, là, il faut vraiment y aller, il faut vraiment aller voir ce qui se passe là-bas, quoi. Donc on est parti skier là-bas, on a réussi à obtenir les autorisations et puis on a été voir des fabricants de skis dans ces villages, quoi. Voilà, ça c'est le village de Rémou. Alors c'est un village qui est a priori assez touristique pour les Chinois en été. Par contre, personne ne vient skier en hiver. D'une part parce que les Chinois qui skient, ils sont plutôt vers Pékin, sur les stations de ski. Il n'y a quand même pas beaucoup de Chinois qui font du ski de rando. Et puis pour les Européens, c'est compliqué d'avoir les autorisations. Autant vous dire que depuis le Covid, c'est terminé, c'est tout fermé et c'est impossible d'y aller, quoi. En fait, on a été hallucinés parce que sur toutes les montagnes où on a été, en fait, ils ont des caméras vidéo de reconnaissance faciale. Et on s'est retrouvé à être flashé sur des montagnes en plein hiver, alimentés par des panneaux solaires. Et là, d'un coup, on s'est dit, mais c'est quoi ce délire, quoi. Avant d'arriver dans ce village à Rémou, on avait 800 km depuis Urumqi et on a traversé le désert de Karamay. Et dans ce désert, c'est un des déserts les plus sordides du monde. Vous avez peut-être entendu l'histoire de la répression contre les Ouïghours dans ça. Donc on n'a pas le droit d'avoir de briquet, on n'a pas le droit d'avoir de couteau. Dans les restaurants, les couteaux sont tous reliés à des câbles avec des sertis. Enfin, c'est une histoire, c'est un monde de fous là-bas, quoi. Et t'es contrôlé toutes les 50 km sur l'autoroute du désert de Karamay. Tu as un contrôle de flic qui prend ton passeport, qui scanne et tout. Bon, nous on avait les autorisations, tout se passait bien. J'avais un client qui parlait couramment chinois, donc ça se passait super bien. Sauf que, enfin c'est pas sauf, quand on est arrivé dans ce petit village, on s'est dit putain c'est cool, il n'y a plus de flics, c'est agréable. Il y avait des toutes petites gargotes de restaurant et le soir on va dans une gargote pour manger. Et puis le restaurateur avait son téléphone et il scrolle sur son téléphone et tout. Et puis moi j'étais à côté et là qu'est-ce que je vois? Il avait tous nos passeports sur son téléphone. Et donc mon client se démonte pas sympathiquement, en chinois, lui dit mais comment ça se fait que tu as nos passeports, mais tu vois, sans s'énerver, juste en posant la question, il dit je suis de la police, on savait que vous veniez, donc je suis là pour vous surveiller. Enfin tu vois, les choses sont cash, y a pas de débat, tu es contrôlé, tu es surveillé, tu es cadré. Voilà. Et après moi, suite à l'expérience que j'avais eue côté mongol, et j'ai voulu aller dans les villages que j'avais aperçus depuis les sommets de Mongolie. Et au contact, j'avais un contact dans le village de Rémou et je lui dis est-ce qu'on pourrait monter à ce village? Il me dit non mais là c'est complètement interdit. Et puis finalement les jours ont passé, il m'a dit écoute, là ils annoncent mauvais demain, écoute, vas-y, mais vraiment
faut vraiment pas que tu sois aperçu, quoi. Et donc on est monté 2 jours se baser dans ce village, mais voilà, c'était assez extraordinaire. Mais les gens sur place, ils avaient vraiment pas l'autorisation normalement de nous laisser dormir dans leur village, quoi. C'est le côté sordide des Chinois, quoi. Il est bien hein, avec sa moto dans la neige. Hein. Moi, je suis mieux avec mes skis et mes pots de phoque. Ouais, ils se déplacent en traîneau avec leur. Et là, c'est le fabricant de skis. Il était rigolo, ce monsieur, parce qu'il était super bien habillé. Je me soupçonne qu'il avait voulu s'habiller vraiment proprement pour nous, quoi. Donc voilà. Et bon, c'est pas de la fabrication Blizzard. Hein. C'est quand même c'est un tronc qu'il a débité devant nous. Et après, il l'a trempé pendant 1 heure dans de l'eau tiède. Et après, par un système de tendeur, il a fabriqué la spatule, quoi. Et après, ils ont beaucoup de chevaux. Et donc, les pots qu'ils utilisent ils les fixent, ils les cloutent. C'est de la peau de cheval, quoi. Mais regardez, c'est beau, hein. On remonte au nord, je vous emmène. Alors c'est peut-être avec la situation géopolitique dans le monde, ça paraît pas bizarre de parler de ces pays, mais quand même la Russie, moi, elle m'a passionné, elle me passionne encore. Pas forcément politiquement parce que c'est un drame ce qui se passe, mais moi c'est avant, il y a 1 an, je me voyais bien finir ma carrière de guide à passer du temps en Russie parce que c'est un pays qui a des possibilités d'exploration fabuleuses et puis j'ai un regard aussi dessus que alors ça va vous paraître bizarre, c'est un pays de liberté. C'est un pays où on n'est pas dans des parcs où il faut prendre des autorisations. On est si tu as envie de te perdre dans les forêts sibériennes, personne t'emmerde, personne te fait chier. Tu y vas et point barre, quoi. Et alors c'est sûr, par contre, il n'y a pas de secours, il n'y a rien d'organisé. Mais je trouve que c'est, à l'heure actuelle, et vu l'évolution du monde et cette pression sécuritaire, on voit bien les débats qu'on a autour du Mont Blanc, les autorisations, les permis d'ascension et autres. Ben, je trouve que ça fait du bien de savoir que ça existe encore sur Terre, ces lieux-là. Et la Russie, moi, elle me passionne pour ça, quoi. Et voilà. Et je vous invite à lire des livres, en particulier celui de Cédric Gras, L'hiver aux trousses. Moi, c'est celui qui m'a. Oh, je me suis dit, mais il nous emmène dans tous ces territoires-là. La Yakoutie, pour finir sur l'île de Sakhalin, et c'est passionnant parce que tu dis, putain, là, il y a, pour les générations futures, il y a encore des endroits à explorer qui sont fabuleux, quoi. Mais chez Cédric Gras, vous pouvez prendre tous ces bouquins, c'est des perles, quoi. Et c'est pas le dernier, mais qui nous apporte quand même pas mal de compréhension sur ce qui se passe géopolitiquement, c'est Anthracite, celui que tu m'as offert, et qui est vraiment très très intéressant, quoi. Ok, moi je vous emmène donc en Russie, un petit peu au Kamtchatka, que certains peut-être connaissent. Je vais vous emmener aussi vers Mourmansk, dans ces toutes petites montagnes, mais qui sont... Ah, j'ai bien aimé. Mais avant, je vous emmène en Sibérie, mais en Sibérie, pas du lac Baïkal. Je vous emmène dans vraiment le cœur de la Sibérie qui est là, Novokouznetsk. Pourquoi j'ai eu envie d'aller là-bas? En fait, le lac Baïkal et toutes les montagnes autour du lac Baïkal m'attiraient beaucoup. Et j'ai mis du temps à me décider. Et quand j'ai voulu me décider, les héliskieurs y étaient. Alors, un de mes meilleurs copains, Marco Gaiani, voilà. C'est un super copain. Il y a été, j'ai dit j'irai pas, voilà. Donc j'ai cherché ailleurs. Et puis il y avait un livre que je vous invite à lire aussi, un livre incroyable qui s'appelle Ermite de la taïga. J'ai oublié le nom de l'auteur. Et ce livre, il nous parle d'une famille. En fait, on a 2 bleds, on a Novokouznetsk, on a Abakan qui est là, et c'est dans les montagnes d'Abakan, et je vous la fais rapide, au début du XXe siècle, c'est une famille qui voulait s'affranchir, enfin non, le régime tsarien cherchait à
a forcé les extrémistes orthodoxes à rentrer dans le moule d'une certaine orthodoxie. Je ne suis pas très compétent, donc je n'irai pas plus loin dans ce débat-là. Néanmoins, ces gens-là ne s'y retrouvaient pas du tout, et donc se dit on va sortir de la société, et donc ils ont été se mettre dans une vallée. Et puis les flics sont venus les chercher, et il y a une famille, les Likoff, qui sont remontés au cœur de cette vallée, et ils se sont isolés pendant 70 ans du monde, quoi. Et c'est dans les années, début des années 80 que des géologues, en cherchant des zones minières, en survolant en hélico, qui sont aperçus qu'il y avait des gens qui cultivaient un peu des terrasses au bord de cette rivière et qui ont noué des relations avec cette famille, et ainsi de suite, sachant que la famille elle était en train de dépérir. La suite, je vous invite à la lire parce que c'est assez incroyable. Et nous, on a été skier au cœur de ces montagnes, quoi. On a pris un train depuis Abakan, on a jeté nos affaires sur le bord des rails, voilà. Et après, on a eu très peur, mais alors vraiment très très peur. Enfin, moi, j'ai horreur de l'eau, hein. J'ai déjà du mal à prendre une douche, mais alors là, voilà, c'était compliqué parce que ce radeau piloté par 2 Russes, pour juste traverser la rivière et remonter en ski de rando au cœur des montagnes. En fait, comment j'ai monté le voyage, c'est en cherchant sur Google Earth, j'ai trouvé des cabanes au cœur du massif. Et puis, j'avais un copain russe qui habite à Kaliningrad, qui avait déjà skié dans ce massif de montagne. Et avec lui, j'ai pu avoir les contacts sur place. Et donc, ces gens qui avaient ce radeau pour nous traverser la rivière, quoi. Et on est monté jusqu'à ces cabanes. En fait, ces cabanes, elles servent l'été pour aller chasser, essentiellement, quoi. Et après, à l'heure actuelle, moi, j'ose affirmer que c'est peut-être les plus belles neiges que j'ai skiées se situent là, quoi, en Sibérie. Ça, c'est Mikhail, avec le copain russe. Écoute, on avait froid, hein, enfin froid. Et on avait... je crois le moins 27 par là. C'était pas très chaud, ouais. La première année, moi, j'avais pas pris de chaussettes chauffantes et ouais, les orteils, ils piquaient un peu, quoi. Et après, Mikhail, il m'a dit qu'une année, en début janvier, ils avaient eu moins 49, quoi. Donc là, il me disait que c'était compliqué, quoi. En fait, c'est les neiges très très froides, c'est très léger, c'est du sucre vanillé, tu vois, c'est incroyable. Après, la problématique, c'est coller ses peaux, c'est ne pas transpirer, parce que tu traces quand même dans la neige très très profonde, et donc tu peux transpirer, et gérer cette transpiration, c'est super compliqué, quoi. On a rencontré des chasseurs locaux, c'est des mecs, ils vivent dans des toutes petites cahutes, toutes petites et tout, et ils passent l'hiver à chasser. À l'automne, ils s'amènent des gros bidons, des gros fûts de céréales, et ils bouffent que ça, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est chauffé. Ouais, bon, il y a du bois. Ouais, non, ouais. Et c'est modèle russe, hein, c'est génial, hein, parce que là, il fait 25 degrés dedans. Puis il fait moins 25 dehors. Et puis surtout, ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le sauna russe, le banya. Donc quand tu rentres d'une journée où il fait moins 25, tu dois te mettre dans un banya où il fait 80 degrés. C'est agréable, quoi. Ils fabriquent aussi leurs skis. Alors c'est des skis par contre qui sont petits, qui font 1m30. Par contre, qui font 40 au patin, 400. On est ridicule avec nos 95. Ouais. C'est moitié raquette. Un coup, on a vu un trappeur qui était, il avait sa petite luge qui tirait. Ses skis, ils ont des pots qu'ils ont collés, hein, en permanence, et son chien. Putain, il faisait un froid de gueux. Et on l'a vu débarquer au milieu de la forêt. On s'est dit, mais putain, ce mec, comment il fait pour... Et voilà, il nous disait non, qu'il partait pour ouais, facile 15 jours, 3 semaines.